À 22h40, j'accueille Alain Morel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Secrétaire général adjoint CFDT Police. On parle de la situation à Nîmes avec vous. C'est le nouveau western depuis des semaines. Les règlements de compte qui s'enchaînent. Il y a eu ce tournant donc de la mort d'un enfant de 10 ans, victime collatérale de ces batailles rangées entre dealers. Depuis, rien ne va plus. Malgré l'arrivée de la fameuse CRS 8. Dans la nuit de samedi à dimanche, on l'a vu dans le journal, nouvelle fusillade dans la cité du Mas de Mingues. Un homme de 26 ans légèrement blessé. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on entende sa maman, sa mère qui témoignait au micro CNews aujourd'hui. Et quand il est rentré, il était pâle, il tremblait. Bon, je tombais, je dis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il me dit non, rien. Je dis non, t'entends des tirs. Après, il a dit à son père, oui, ils ont tiré sur moi, sur lui. Et ben, il a montré l'épaule. C'est trop. Moi, je n'imaginais pas que voilà, ça arrive à moi, parce que vu que tout ce qu'on entend, mais quand ça arrive chez soi, c'est autre chose. Vous savez très bien tous les problèmes qu'il y a, les cris, les règlements de compte. Il y a beaucoup de choses, on n'est pas tranquille, on n'est pas en sécurité. Dans un quartier chaud comme ça, il n'y a pas une poste de police, il n'y a pas les policiers, il n'y a rien. Franchement, on n'est pas en sécurité. Bonsoir Alain Morel, merci d'être avec nous. Il y a des villes en France qu'on ne reconnaît plus. Nîmes en fait partie? Nîmes en fait partie depuis quelque temps déjà, parce que si on regarde un peu l'historique de ces dernières années, il y a eu plusieurs faits divers qui ont émaillé l'actualité. On a eu des murs anti-intrusion, anti-pare-balles dans des écoles, une médiathèque qui a été fermée parce qu'elle devenait un point de deal, un jeune homme déjà en 2020 qui a été tué par une balle perdue en sortant d'une salle de sport. La situation de Nîmes ne fait que s'envenimer. La situation pour les habitants de ces quartiers est complètement insoutenable. Et il est important qu'on apporte une solution dans un premier temps de sécurisation pour permettre à ces habitants de retrouver un peu de sérénité. Et il faudra ensuite du travail d'enquête, d'ampleur et des moyens qui soient donnés aux services d'investigation qui soient plus importants qu'aujourd'hui. Des moyens sur la réforme de la procédure pénale pour alléger un peu le travail des enquêteurs et l'accentuer. Il faut impérativement un vrai plan Marshall de l'investigation et de réinvestissement de ces villes aujourd'hui et de ces quartiers. Aujourd'hui, on entendait cette témoin qui disait qu'il n'y avait plus de services publics dans les quartiers. Alors certes, elle évoquait le fait qu'il n'y a pas de commissariat. Aujourd'hui, seule la police nationale entre dans ces quartiers et assure un service public. Là, l'important, c'est d'aller les sécuriser immédiatement. Là, on a vu que la CRS 8 a fait un gros travail, mais les règlements de compte se poursuivent malgré cette présence. Est-ce que le maintien de l'ordre, la sécurité à la française sont encore à la hauteur? Parce que finalement, c'est plus vraiment la France. Ça ressemble à ces règlements de compte, à l'arme lourde. C'est des méthodes de cartels sud-américains. C'est ça la vérité. C'est une guerre de territoire. Une guerre de territoire pour des points de deal qui rapportent énormément d'argent. C'est pour ces raisons qu'il faut s'attaquer à tout ce qui concerne le blanchiment. Il faut de la coopération internationale pour interpeller les têtes de pont qui se trouvent à l'étranger, pour travailler sur le blanchiment également qui se fait à l'étranger. Il faut des confiscations des biens généralisées dès qu'on interpelle un trafiquant. Il faut taper au portefeuille. Il faut les empêcher, il faut les contrarier et il faut redonner de la sérénité dans ces quartiers. Mais ça passe par un gros travail et puis une volonté politique qui soit vraiment exacerbée et qu'on comprenne à un moment donné qu'il faut donner les moyens aux enquêteurs. Aujourd'hui, les enquêteurs sont de plus en plus rares et sont de plus en plus rarement volontaires pour aller travailler dans des services d'enquête parce que c'est un véritable tonneau des Danaïdes. Et il y a plusieurs raisons à cela. Et il faut un véritable plan Marshall de l'investigation pour pouvoir être vraiment efficace. Alain Morel, un mot de Yohann Usaï, notre journaliste politique en plateau. Non, simplement parce qu'effectivement, j'entends bien le fait qu'il faille s'attaquer aux trafiquants, qu'il faille s'attaquer aux consommateurs. Bon, ça va de soi. Mais il y a quand même quelque chose dont on parle rarement dans ce débat et qui me semble pourtant essentiel, c'est s'attaquer aussi aux pays qui produisent ces drogues. Si on parle du cannabis, le Maroc produit 80% du cannabis qui est produit en France. À quel moment la France s'attaque au Maroc pour lutter contre ça? Parce que si on arrête de produire ce cannabis
cannabis-là, parce qu'au Maroc, il est produit absolument en toute impunité. Ça remonte par l'Espagne via des go-fast, enfin tout le monde connaît ça par cœur, et on ne s'attaque pas à ce problème-là. Ça me semble être un oubli majeur dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Les actes ne sont pas en accord avec les discours politiques? Ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. En 2017, on estimait que 23% du PIB du Maroc était l'économie produite par les stupéfiants. C'est une étude américaine qui avançait ces chiffres. Ça n'a pas diminué aujourd'hui. Historiquement, on produit du cannabis au Maroc depuis le XVe siècle. Il faut une volonté politique, il faut de la diplomatie, il faut une volonté locale de lutter contre cette production énorme de cannabis au Maroc, et il faut fermer les frontières. Maintenant, les trafiquants sont très ingénieux, trouvent toujours des moyens, s'adaptent très vite. C'est pour ça qu'il faut être inflexible. Quand vous voyez que le cannabis récréatif est sur le point d'être légalisé dans un pays comme l'Allemagne, un voisin, qu'est-ce que vous vous dites? Que c'est cette solution ou qu'on marche sur la tête? Vous savez... Parce qu'au cœur, pardon, je vous coupe la parole, mais au cœur de tout ça, et c'est la secrétaire d'État à la ville, Sabrina Agresti-Roubache, qui le rappelait encore chez des confrères aujourd'hui, c'est la faute des consommateurs si cette situation existe finalement. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Il y a des consommateurs qui consomment, évidemment, il y a des vendeurs qui vendent, et puis il y a un business énorme. Mais sans consommateurs, il n'y a pas de vendeurs. Demain, on légalise le cannabis récréatif. On va avoir un marché d'État qui va se mettre en place, et il y aura un marché parallèle. Les cigarettes sont vendues par monopole d'État, et à côté de ça, vous allez dans toutes les bouches de métro des grandes villes et vous allez pouvoir acheter des cigarettes contrefaites, de contrebande, etc. Il y aura toujours un cannabis qui sera plus fort. On vous offrira un demi-gramme de coke avec une barrette de cannabis et vous passerez progressivement sur la consommation de coke et la vente de coke. Donc c'est pas la solution à l'État, et on l'a vu dans les pays qui l'ont essayé. Merci Alain Morel, secrétaire général adjoint CFDT Police. Vous êtes le bienvenu sur CNews quand vous le souhaiterez. Merci d'être intervenu en direct.